Bienvenue à la causerie de ce mercredi 21 août 2019 avec nous sur ce plateau pour commenter les différents sujets d'actualité. Firmin Soso, bonjour. Bonjour cher Giplis, bonjour chers téléspectateurs. Vous êtes journaliste indépendant, merci de votre disponibilité sur ce plateau. Mathias Koulodji Dejan, bonjour. Bonjour. Analyste politique, merci. Et puis Gani Wanide, bonjour. Bonjour Christ. Vous êtes analyste politique également. Firmin Soso, aujourd'hui 21 août, c'est la journée internationale du souvenir en hommage aux victimes du terrorisme. Aujourd'hui, au Bénin, on n'a pas encore enregistré un attentat terroriste de toutes les façons. Mais comment voyez-vous les dispositions que le Bénin met, enfin que les dispositions que le Bénin prend pour prévenir le terrorisme? Non, je crois que le Bénin fait beaucoup d'efforts pour quand même pallier aux violences du terrorisme. Vous savez, la lutte contre le terrorisme n'est pas une affaire d'un seul État. Dans la sous-région, vous savez, nos espaces sont contigus. Et, il y a un rapprochement des États et il y a la libre circulation des personnes et des biens. Et donc, nous sommes beaucoup plus exposés aux menaces terroristes. Et vous savez, malgré les efforts qui se font au niveau, par exemple, du G5 Sahel, et malgré les efforts qui se font également au niveau de la sous-région, on constate quand même que du côté, par exemple, du Burkina Faso, vous savez, c'est le phénomène a véritablement pris corps à partir du Mali, et ça s'est étendu au Sénégal et puis au Burkina Faso et au Niger. Oui. Et aujourd'hui, on sent que nous sommes aussi également menacés, même si on note pas encore des cas de violence terroriste. Oui. Mais il faut prendre des dispositions, et je crois que en octobre 2018, par exemple, les ministres des Affaires étrangères du Togo, du Bénin et du Burkina Faso se sont retrouvés à Ouaga pour se pencher sur la question, pour envisager les dispositions à prendre. Et on constate que désormais, il y a une collaboration étroite entre les forces de l'ordre et de sécurité des pays de la sous-région, et en l'occurrence de ces trois pays qui conjuguent désormais leurs efforts de façon commune pour quand même éradiquer le mal. Mathias Koulodji Dejan, peut-on dire qu'effectivement le Bénin est conscient des enjeux sécuritaires de la sous-région et se prépare pour? Absolument. Et je pense que depuis, disons, février 2018, déjà dans l'est du Burkina Faso, on a enregistré plus d'une soixantaine d'attaques terroristes. Et depuis lors, le Bénin n'est plus en fait un pays à risque zéro, surtout du point de vue de ces attentats. Et vous n'êtes pas sans savoir que le Bénin partage plus de 2000 km avec le Nigeria, le Burkina Faso, le Niger et d'autres pays de l'Interland où les attaques terroristes sont en fait imminentes ces dernières années. Et je pense que la plupart du temps, la solution qui est envisagée est beaucoup plus une solution militaire. Mais à elle seule, en principe, elle ne saurait suffire pour éradiquer ou du moins endiguer ce mal-là. Et de ce qui a amené le gouvernement béninois, donc depuis, je crois, juillet 2018, en Conseil des ministres, a nommé un secrétaire permanent et qui, à travers la Commission nationale en fait, de lutte contre l'extrémisme violent, la radicalisation et le terrorisme, a véritablement se pencher sur la question. Et je pense que, parallèlement à ça, les forces armées béninoises continuent également, et je crois à quelques jours des élections législatives de 2019, oui. Il y a eu quand même des opérations au niveau du septentrion, un peu pour évaluer quelque peu les tactiques et les performances pour une riposte éventuelle à des attaques terroristes. Et le cas encore récent, c'était l'enlèvement des touristes français au niveau du parc de la Pendjari. Donc, de jour en jour, nous avons quand même, le Bénin prend conscience de ce que notre pays peut d'un moment à un autre subir, avec même le phénomène du Boko Haram à côté du Nigeria et tout ça. Et tout au long de nos frontières, il y a un certain nombre d'essences forestières qui
en fait, servent parfois de nid, en fait, de nid, en fait, de cachette à ces gens de personnes qui sont mal intentionnées et qui ont un mauvais même côté religieux, hein, parce que ils sont souvent liés à des groupes d'État islamiques, alors que normalement l'islam, ce n'est pas l'extrémisme, ou du moins c'est tout ça. Donc je pense que de jour en jour, le Bénin se prépare activement quand même pour une éventuelle riposte à ces attaques terroristes-là. Et c'est déjà heureux et que le gouvernement continue, hein, dans cette lancée-là. Gagnou Agnidé, je vous pose la même question. Oui, évidemment, à la suite de mes prédécesseurs, le Bénin prend des dispositions tant dans son implication sur le plan sous-régional et au niveau des forces armées béninoises. Il faut dire également que sur le plan juridique, nous avons vu la création de la CRIET, donc qui dans ses attributions s'occupe en fait de ces genres de délits. Donc c'est pour dire que le Bénin mesure la menace et est conscient que ce mal donc, qui se répand dans la sous-région, dans les pays frontaliers, doit être regardé avec beaucoup plus d'attention. C'est pas parce qu'il n'y a pas encore eu d'acte majeur de terrorisme sur notre territoire que nous tairons. Parce que, comme le dit, lorsque la case du voisin brûle et qu'on croise les bras, le jour du malheur, vous ne verrez personne. Hein. Vous ne verrez personne. Et le cas de Fiacre Bédi a été évoqué tout à l'heure. C'est important que, même si ce n'est pas en vérité le Bénin qui était directement visé, que nos autorités renforcent les dispositifs pour que nous soyons épaillés de ces genres de situations, parce que une nation véritablement qui espère se développer doit sortir de ces genres de fléaux aujourd'hui qui gangrènent tous les efforts pratiquement de trucs là. On a vu le cas de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Mali. Franchement, vivement que nous sortions de ces travers-là. Très bien. Firmin Sossou, il a évoqué tout à l'heure la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. On sait que la CRIET, actuellement, dans son fonctionnement, se montre beaucoup plus actif en matière de répression des infractions économiques. Et n'ayant pas encore enregistré un acte terroriste sur le territoire national, on a très peu de dossiers à la CRIET, mais on se souvient de cette affaire d'enlèvement des touristes français au niveau du parc national de la Pendjari. La CRIET a ouvert une enquête dessus. Est-ce qu'on peut se réjouir de l'existence de cette cour qui peut éventuellement se montrer vraiment très dangereuse en matière de répression des infractions terroristes? Oui, je crois que la création de la CRIET est une bonne initiative. Et vous savez, la lutte contre le terrorisme, c'est une question de primauté du droit, du respect des droits de l'homme. Et il faudrait créer quand même les conditions, avoir tout ce qu'il faut comme arsenal juridique pour quand même lutter véritablement contre ce phénomène. Et je crois que le Bénin est en train de prendre les dispositions sur tous les plans, parce qu'il ne suffit pas seulement de mobiliser des forces de l'ordre, des forces de sécurité. Il faut quand même avoir un assurage juridique qui puisse quand même permettre de lutter vraiment contre le phénomène. Et la sensibilisation, c'est vrai, aujourd'hui, au niveau de nos départements, il y a les préfets qui s'impliquent dans la lutte et qui organisent les élus locaux avec qui ils discutent des questions, des dispositions à prendre quand même, parce que vous savez, il faut être informé. Il faut être informé de la manifestation du phénomène, comment les gens s'organisent, parce qu'ils font des recrutements, vous savez. Et lorsque les jeunes sont désœuvrés, ils n'ont pas les conditions qu'il faut, et on leur tend tout ce qu'il faut comme agent ou bien promesse pour les intéresser, ils sont facilement manipulables. Et il faudrait qu'au niveau de nos États, il y ait quand même des séances de sensibilisation sur le phénomène, organiser les gens. Et surtout, bon, nous, aujourd'hui, on peut se réjouir du fait qu'au plan religieux, on s'entend bien, on discute, la laïcité de l'État est respectée, et cela aussi permet quand même de ne pas permettre à ceux-là de venir dans notre pays pour installer leur bastion. Vous savez, aujourd'hui, quand on prend la zone du Burkina Faso, c'est pratiquement un sanctuaire de ce phénomène où les gens s'organisent en silence pour quand même frapper dans d'autres pays. Mais le Bénin aujourd'hui est dans une dynamique qui permet quand même de prendre les taureaux par les cornes et de savoir d'où il faut quand même attaquer le phénomène pour que nous ne soyons pas surpris.
En matière de répression des actes terroristes, peut-on vraiment être fier de la CRIET, Mathias Kouladji-Dedjan? Absolument. Il faut d'abord être fier de cet instrument-là que nous avons depuis quelques mois, si je ne me trompe pas. Parce que s'il n'y a pas un instrument juridique, lorsqu'on arrive même à déceler des compatriotes béninois ou étrangers qui seraient mêlés à ces genres d'actes de terrorisme, je ne suis pas sûr que la sanction, du moins le règlement de ces genres de situations-là serait bien géré. Mais aujourd'hui, on sait que la CRIET, au regard de ses attributions, c'est-à-dire peut mieux s'en occuper et se pencher véritablement sur la gestion de ces genres de cas-là. Donc c'est ce qui est déjà heureux. Mais ce sur quoi moi je voudrais surtout attirer, parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Bien sûr. Ce sur quoi je voudrais attirer l'attention, c'est-à-dire déjà il y a un institut dans le Sahel qui est dénommé Institut d'études de sécurité dans le Sahel qui, de par ses recherches, a révélé que en fait, ces groupes extrémistes-là se basent beaucoup plus sur les frustrations d'une certaine partie de la communauté pour s'installer et commencer par opérer. C'est-à-dire, il a cité, M. Firmin Soso a cité tout à l'heure le cas d'un certain nombre de jeunes qui sont désœuvrés et tout ça, qui n'ont pas d'activité et tout ça. Et également la distance qui peut s'installer entre le gouvernement et peut-être sa base. Donc, tous ces écarts-là, c'est-à-dire les zones moins contrôlées par l'État central, où existent très peu les forces de sécurité publique et tout ça, c'est des zones dans lesquelles facilement il y a en fait ces gens-là qui arrivent à se mettre ensemble avec la communauté et à leur enseigner, par exemple, des choses en réalité qui... Elle fait si bien le lavage de cerveau. Voilà, et ce qui est dommage, et mieux, la porosité aussi de nos frontières favorise quelque peu ce phénomène-là. Donc je pense que ce qu'il y a à faire aujourd'hui, c'est que le gouvernement aille davantage à c'est-à-dire à une sensibilisation surtout de la population et beaucoup plus à occuper une bonne partie de la jeunesse à avoir par exemple d'autres activités génératrices de revenus pour ne pas que du jour au lendemain. C'est vrai qu'on a longtemps fait le débat sur l'entrepreneuriat, l'emploi des jeunes, ainsi de suite sur ce plateau. Et il parlait d'occupation du territoire en matière de sécurité. On sait qu'à l'arrivée du gouvernement du président Patrice Talon, déjà en 2017, il y a eu la naissance de la police républicaine qui est la fusion de la gendarmerie nationale et de la police nationale. Et on sait, Gani Wanine, lorsque vous circulez un peu partout au Bénin, en tout cas, qu'il y a des postes de police républicaine un peu partout au Bénin. Est-ce que c'est dans le cadre aussi de la prévention des actes du genre qu'on a pensé une telle réforme? Justement, tout est lié, tout est lié, parce qu'en matière de sécurité, il n'y a pas d'action éparse. Tout est structuré pour que nous puissions atteindre des objectifs. Donc, à partir de ce moment-là, une telle réforme qui a voulu que les forces de sécurité et de défense, telles que nous les connaissions, puissent se mettre ensemble pour être plus efficaces. Et ça a donné la naissance à la police républicaine. Aujourd'hui, nous voyons plus d'efficacité. Vous voyez, nous avons sur le terrain la présence effective des patrouilles pratiquement dans tous nos quartiers. Donc ça augure de ce que nos autorités au plus haut niveau prennent la mesure de la situation. J'aimerais rebondir sur votre question de tout à l'heure. Est-ce que la CRIET, sa création était bien, c'est pas la bienvenue? Effectivement. Nous, Béninois, nous perdons souvent de vue ce volet de terrorisme. C'est-à-dire que tout le temps, la CRIET s'est occupée des affaires donc, de corruption. Donc, voilà, donc le débat, ça glisse souvent sur le champ politique et les gens ont le sentiment que voilà, la CRIET n'est créée que pour ça. Mais lorsque la vie de la nation est touchée par des événements tristes et sinistres, il faut qu'il y ait ces genres d'institutions donc, pour pouvoir donner confiance à nos populations, à nos concitoyens. Donc, vous voyez la célérité avec laquelle même la CRIET traite ces dossiers montre que c'est un instrument qui dissuade. Donc, l'un mis à côté de l'autre,
toutes les décisions aujourd'hui qui sont prises dans ce sens-là sont pensées, sont bien élaborées et certainement participent donc de la relative, je mets l'accent là-dessus, de la relative donc stabilité que nous avons sur le plan donc de ces événements, enfin quelque peu tristes ou attristants que nous suivons de l'autre côté de nos frontières. Très bien. On parle de la collaboration entre pays de la sous-région, vous l'avez évoqué, Firmin Sossou, et on sait qu'entre le Nigeria et le Bénin, il y a eu beaucoup d'actions ensemble, par exemple la création du poste de contrôle juste à poser à ses mains de l'autre côté. Est-ce que tout ça là aussi peut permettre à ce que les pays unissent leurs efforts? Oui, en fait, la lutte contre le terrorisme est une question de renseignement. Vous savez, lorsque vous n'avez pas l'information, vous pouvez avoir tout ce qu'il faut comme assurance militaire ou de sécurité. Vous serez menacé parce que vous serez surpris. Les autres, ils s'organisent. Vous savez, quand on parle tout à l'heure de la criette, la dénomination prouve vraiment qu'il y a un lien étroit entre les infractions économiques et puis le terrorisme. Parce que vous savez, ceux-là, ils sont financés par des groupes donnés qui ont vraiment les moyens, qui mettent leurs moyens à leur disposition. Il s'agit des actes de blanchiment de capitaux, par exemple. Il s'agit de l'exploitation des ressources naturelles, le diamant notamment, par exemple. Vous savez, ils ont leur système de financement. Et lorsque vous ne prenez pas les dispositions pour bien organiser vos organes, sinon vos structures de sécurité, vous serez surpris. Et ce n'est pas une question d'organisation au niveau d'un seul État. C'est une question de collaboration étroite entre les États. Vous savez, le Bénin, que ce soit au niveau de nos frontières, n'importe quel côté, au côté du Nigeria ou bien côté du Niger, du Burkina Faso, il doit avoir une collaboration étroite. Parce que, vous savez, nos frontières, comme l'a rappelé, nos frontières sont vraiment poreuses et qu'il faudrait prendre des dispositions pour permettre à ce que, avec les relations, avec la collaboration, les populations sentent qu'ils ont un intérêt commun à défendre ce qui appartient à n'importe quel pays. Lorsque, par exemple, vous êtes un citoyen béninois et que vous devez aller au Nigeria, vous devez vous sentir à l'aise sur le territoire nigérian et vous devez comprendre également qu'en ce qui concerne les informations, lorsque vous sentez, par exemple, des actes qui quand même fusent, par exemple, des actes de terrorisme ou bien d'organisation, vous devez quand même donner l'information aux forces de l'ordre et il doit y avoir une collaboration entre ces forces de l'ordre et c'est ce que les gouvernements ont compris et conjuguent les efforts et mettent les moyens ensemble pour lutter vraiment efficacement contre le phénomène. Les institutions qui sont créées dans ce sens œuvrent également en amont, parce qu'il faut dire que même en ce qui concerne les forces de défense et de sécurité, il faut l'information, il faut sensibiliser d'abord avant de passer à la répression. Donc ce travail se fait de façon collégiale. Je pense qu'avec le temps, on aura quand même de quoi satisfaire les besoins, sinon relever les défis qui concernent vraiment la lutte contre le terrorisme. Et surtout en ces moments où l'instabilité politique aussi renforce les positions des groupes, parce que ceux-là profitent généralement de l'instabilité politique, des conflits religieux, des guerres entre les peuples, les guerres ethniques, et puis ils frappent. Mathias Kouladji Dedjan, sans pour autant verser dans la vantardise, le Bénin est le premier pays, en tout cas dans l'espace CEDEAO, en garantissant la libre circulation des personnes et des biens. Et dans le même temps, le Bénin, jusqu'à présent, est le pays ayant enregistré jusqu'à présent zéro menace terroriste en tout cas. Est-ce qu'on peut se vanter qu'effectivement nous sommes un pays plus ou moins stable et en sécurité? Bon, oui et non. Je ne voudrais pas quand même aller dans le sens où nous allons peut-être nous estimer heureux de ne pas, ou bien de n'avoir jamais connu encore d'attaque terroriste. Il vaut mieux qu'on se prépare pour qu'en cas d'attaque, on puisse être en mesure, en fait, de répondre efficacement. Et moi, vous savez, on a attiré l'attention sur, en fait, la synergie d'action entre les États. Et le Firmin Sossou avait rappelé que lorsque les ministres des Affaires étrangères des différents pays se sont réunis à Ouagadougou,
ils ont mis l'accent en fait en ce moment-là sur le partage de l'information comme étant une arme efficace, une arme forte pour lutter efficacement contre en fait le terrorisme. Je pense que cela doit demeurer un objectif encore pour ces différents États qui connaissent déjà d'attaques et même les pays comme le Bénin et le Togo qui enregistrent pour l'instant moins d'attaques, ou du moins en tout cas qui n'enregistrent pas encore d'attaques terroristes. Mais l'autre chose aussi, c'est que moi, je suis désolé de remarquer qu'il y a des pays pour lesquels le terrorisme ne devrait pas s'arrêter. C'est-à-dire, le terrorisme devrait en fait continuer dans nos pays, c'est-à-dire pour davantage nous déstabiliser. Vous allez me demander pourquoi je dis ça. Oui, parce que ce que vous dites peut être tendancieux. Non, interprété autrement aussi. Ce qu'on n'arrive pas à comprendre, oui, c'est que comment des groupes d'individus dans nos pays en développement, qui n'ont pas en réalité assez de moyens, arrivent à se procurer un certain nombre d'armes qu'ils utilisent contre les États en fait de ces pays-là. Et ces États-là, les armées de ces différents États n'arrivent pas à mettre fin en réalité à ces mouvements terroristes. Le cas du Nigeria est très patent. Justement, donc, avec Boko Haram, où voilà, le pays, quelle que soit sa force militaire, n'arrive pas à mettre fin au phénomène. Cela voudra dire qu'il y a bien de gens tapis dans l'homme qui financent ces groupes d'État islamiques, si on peut s'exprimer ainsi, et qui continuent de faire mal à ces États-là. Et vous allez voir, à une certaine conférence internationale, je crois, je ne me rappelle plus du pays où c'est tenu, l'Union européenne a octroyé près de 138 milliards d'euros aux pays en fait, qui souffraient de ce mal-là, juste pour leur dire, nous vous venons en aide. Oui. Mais est-ce que ces aides qui sont portées à ces États-là ne pouvaient pas à eux seuls suffire pour mettre fin au phénomène? Pourtant, ces phénomènes-là continuent. Moi, vous savez aussi que ces pays européens souffrent aussi du terrorisme. Justement. Les États-Unis d'Amérique en ont été victimes à plusieurs reprises. Sous une autre forme. Moi, je me dis... Il y a eu des tueries à Californie encore récemment. Absolument. Et moi, je me dis, nos pays doivent faire attention avec ces gens d'aide qui nous viennent de partout, alors que ces phénomènes continuent de nous faire du mal chaque jour. Donc je pense qu'il faut que nos États se méfient en fait de ces États, en tout cas tapis dans l'ombre. Très bien. Ganiou Anidé, le Nigeria est à côté avec Boko Haram qui gêne sérieusement. En 2014, ce groupe terroriste a enlevé 200 lycéens de Chibok avec quelques libérations jusqu'à présent. D'autres encore sont restés en captivité depuis 2014. Ça fait 5 ans désormais que ça a été fait ainsi. Est-ce que vous avez l'impression que si effectivement les États s'unissaient et qu'eux aussi on arrivait à contrôler l'arrivée des armes dans ces différents États-là et aussi l'approvisionnement des groupes terroristes, on aurait pu vraiment maîtriser ce phénomène? C'est vrai que c'est mondial, le terrorisme. Le terrorisme, c'est une hydre finalement. On ne sait pas de quel bout il faut le tenir. C'est ça. Vous savez, le Nigeria était vraiment frappé par le terrorisme. Buhari vient, il dit, je promets mettre fin à ce mal. Oui. Lui, ex-militaire, il a fait son premier mandat, mais on sent que sa promesse n'a pas été tenue. Finalement, un pays comme le Nigeria qui dispose donc l'une des plus grandes puissances militaires sur le continent, incapable de faire face véritablement donc à ce mal-là, il faut s'interroger. Vous allez, déjà, la chute du guide libyen, Muammar Kadhafi on ne sait pas, il y a eu... Ça a fragilisé aussi le système de défense, même du continent africain en général. C'est-à-dire que ça a déstabilisé la plupart des pays qui sont en souffrance aujourd'hui en termes de terrorisme. Parce que vous prenez le Mali, vous prenez le Nigeria, vous prenez le Burkina Faso. Et donc, il faut voir le mal à l'origine. Et les mêmes Occidentaux qui aujourd'hui viennent à la rescousse, qui jouent aux sapeurs-pompiers, c'était eux qui ont mis ce pays-là donc dans cette difficulté-là. Et la Libye qui peine aujourd'hui à retrouver donc, sa stabilité, etc. Et beaucoup d'armes donc, ont été exfiltrées de ce pays-là. Ouais. Finalement, on se dit, ça ne peut jamais être une nation solitaire.
le Nigeria a beau être la première puissance économique sur le plan continental, puissance militaire, tout cela, l'action de ce seul État n'est pas en mesure de faire face efficacement à ce mal-là. D'où la nécessité pour nous donc d'entrer dans une synergie d'action. Oui. Mais là encore, finalement, moi, quand je prends du recul, je réfléchis un peu, je me dis, est-ce que les gens ne sont pas en train de jouer un peu à une comédie où ils ont leur intérêt à ce qu'un certain nombre de pays soient dans l'instabilité pour faire le business. C'est vrai que c'est une question fondamentale qui tient à cœur, au plan mondial d'ailleurs, à tout le monde. Lorsque vous voyez un peu l'Irak, la Syrie, qui sont contrôlés à plus de 3/4 de leur territoire par des groupes terroristes, des groupes islamiques, on se pose des questions sur comment est-ce que ces groupes sont financés. Et on sait, c'est un secret de polichinelle, que les armes viennent chaque fois. Firmin Sossou, est-ce qu'on peut, sur la planète Terre, arriver à contrôler ça? Puisque aujourd'hui, ça prend vraiment de l'ampleur. Lorsque vous regardez ces pays-là dont j'ai parlé tout à l'heure et que vous prenez du recul, vous vous rendez compte que relativement en Afrique, on est encore moins exposé que par exemple ces pays-là. Vous voyez la Somalie aujourd'hui où on a du mal vraiment à savoir exactement quel est l'état économique de ce pays-là. Est-ce qu'on peut vraiment arriver un jour à contrôler les actes terroristes sur la planète? Oui, on peut le faire. Le cas du Bénin est un exemple à citer. Vous savez, notre système démocratique avec le renforcement de la laïcité de l'État nous permet quand même d'être à l'abri de ce phénomène parce que le dialogue interreligieux aujourd'hui doit être renforcé. Il faudrait qu'on discute vraiment ensemble parce que nous devons nous sentir... c'est l'une des brèches les plus ardentes d'ailleurs. Hein. Voilà, les plus utilisées. Vous savez, les gens profitent de ces conflits pour instaurer tout ce qu'il faut comme désordre dans les pays donnés. Et lorsque, par exemple, vous partagez la foi, les questions de foi quand même concourent beaucoup plus à la stabilité des États. Et lorsque vous partagez, par exemple, le même environnement et que vous entendez, vous savez que l'autre est votre frère et que quel que soit ce qui pourrait venir comme menace, vous devez le soutenir, vous devez avoir l'information pour préserver tout ce qui peut être attaque. C'est-à-dire, ça renforce davantage vos moyens de lutte contre le terrorisme. Ça ne permet pas l'infiltration des gens malveillants. Donc, je crois que le cas du Bénin, par exemple, avec la stabilité politique, avec le dialogue interreligieux, on peut quand même prendre ce modèle-là et encourager les autres États à instaurer des systèmes du genre où on n'aura pas des conflits religieux parce que tout part pratiquement de là, parce que à travers, quel que soit que vous savez, musulmans, chrétiens ou pas, à travers les messages donnés au niveau des églises, des paroisses, et des mosquées et autres, on peut facilement laver le cerveau à des gens et passer au recrutement de ces jeunes désœuvrés qui peuvent être utilisés facilement pour... Donc, la consolidation du dialogue interreligieux, ça va être très important. Très important et très nécessaire. Mais il y a aussi la question de la disposition des ressources naturelles. Hein. Au Bénin, on n'a pas du pétrole en tout cas. Peut-être que ça participe de la stabilité. Et les États dans lesquels il y a une certaine instabilité chronique au plan sécuritaire, lorsqu'on fouille bien, on sait qu'il y a du pétrole en jeu, il y a des ressources naturelles en jeu. Est-ce que ça aussi, ça ne participe pas, Mathias, à l'instabilité dans le monde? Justement, vous avez tout dit. Et moi, j'ai peur que ce phénomène-là ne finisse jamais. Pourquoi je dis ça? Vous savez, c'est du business. Il n'y a pas que les États qui approvisionnent parfois. Il n'y a pas que les oppositions religieuses qui sont à l'origine du phénomène. Hein. C'est peut-être la face cachée même de l'iceberg et qu'on ne dit pas. Vous savez, c'est beaucoup plus les ressources dont dispose un certain nombre d'États. La Libye, par exemple, pourquoi on est arrivé jusqu'à faire partie Muammar Kadhafi? Si ce n'est peut-être l'exploitation des ressources pétrolifères de ce pays. Donc, il y a beaucoup de causes en fait qui sont liées en fait aux ressources que disposent un certain nombre d'États. Et ces nations dont nous parlons vont toujours continuer à financer une certaine partie de la population, à aller contre les États qui s'opposent en fait à l'exploitation de ces ressources-là par ces États-là. Et c'est partout, même quand vous avez cité le cas peut-être de l'Irak, même en Syrie, les conflits que nous avons jusqu'à aujourd'hui et tout ça. On ne sait pas pourquoi ça continue s'il n'y avait pas un intérêt à ce que ça continue. Donc pour moi, le plus important aujourd'hui, c'est que
peut-être le Bénin qui n'a pas encore connu, en fait, puisque l'objectif, c'est la situation du Bénin. Est-ce que le Bénin se prépare, en fait, pour aller contre ces genres de phénomènes? Donc, pour moi, c'est que le Bénin doit pouvoir, comme il l'a rappelé tout à l'heure, maintenir maintenir le dialogue interreligieux, parce qu'il y a un certain nombre de courants d'idées dans certaines religions qu'il faudra amener surtout les jeunes à comprendre. Ce n'est pas tout ce qui est dit, par exemple, dans une partie de la Bible qu'il faut forcément exploiter. Et pour ne pas vraiment approfondir cette question de religion, parce que c'est très sensible, on va donc justement espérer que nous puissions être toujours stables ainsi et que le développement économique soit effectif parce que vous êtes stable et vous pouvez penser développement, n'est-ce pas, Ganéou? Forcément. Dans votre bulletin de ce matin, il y avait donc un dialogue interreligieux initié par le frère Melchior. Bien sûr. Tout ça participe donc de la laïcité, etc. Donc il faut espérer simplement que le Bénin continue d'être, de ne pas être l'objet donc de ces genres d'attentats. Vous le rappeliez, la plupart de ces pays dans lesquels il y a ces genres de violences détiennent forcément. Quand vous prenez la Libye, quand vous prenez le Nigeria, quand vous prenez le Mali, quand vous prenez le Burkina Faso, quand vous prenez le Niger, ce que ces pays-là ont en commun, ce sont les ressources donc minières ou pétrolifères. Donc, quelque part... Le Niger avait son uranium, par exemple. Justement. Donc, il faut espérer simplement que, nous n'ayant que notre coton et puis voilà, et nos produits vivriers, que nous continuons pas être épargnés de ce fléau-là. Très bien, mais je m'en voudrais de conclure ce sujet-là sans évoquer la mise sur pied par le gouvernement du président Patrice Talon de la Commission nationale de lutte contre la radicalisation, l'extrémisme violent et le terrorisme, déjà depuis 2017, même si jusqu'à présent on n'a pas encore pris les décrets d'application fondant juridiquement cette commission. Ça a été mis sur pied quand même, Firmin Sossou. Est-ce que ce n'est pas une preuve supplémentaire qu'effectivement l'exécutif en est conscient et aussi se prépare? Oui, je crois que le gouvernement est conscient de la situation. Et vous savez, le cas du Bénin, au fait, il ne s'agit pas seulement de penser à des actes de violence au Bénin, parce que les gens peuvent venir au Bénin parce qu'il y a la stabilité politique dans notre pays. Les gens peuvent venir se préparer ici, avoir des groupes et se préparer, avoir des lieux où ils peuvent se cacher, mener leur plan, tout établir, tout avant d'aller dans les autres pays où ils peuvent quand même frapper. Donc, pour éviter cela, il faudrait que l'État donne les moyens qu'il faut aux agents de sécurité, à nos forces de défense et de sécurité, pour qu'ils puissent, et surtout renforcer le système de renseignement. C'est vrai que ça marche un peu relativement, le renseignement. Non, oui, il y a des... Vous savez, lorsque le casting est bien fait, que les hommes qu'il faut, à la place qu'il faut, sont là et qu'ils s'organisent de façon adéquate, je pense que le résultat doit être au bout des efforts. Donc je crois que c'est ce qui se fait, parce que vous savez, aujourd'hui, on sent que au niveau, que ce soit au niveau de l'armée, au niveau de la police républicaine, quand même, il y a une organisation et l'État aussi, le gouvernement fait l'effort en tout cas de taire les querelles et puis de permettre une collaboration étroite entre ces forces. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus ce conflit, parce qu'entre-temps, vous savez, entre la gendarmerie et la police nationale, c'était pas une... Voilà, il y a toujours des rivalités. Aujourd'hui, il y a une collaboration étroite et les forces s'entendent bien, et cela concourt davantage au maintien de la paix, de l'ordre au niveau de notre pays. Eh bien, toujours dans ce sens, il faut dire qu'au plan national, la police républicaine continue quand même d'assurer son rôle régalien de gardien de la sécurité, de protection des populations. Et notamment, par exemple, dans le département des Collines, il y a eu 3 braqueurs qui ont été arrêtés et écroués à la prison civile d'Abomey. 4 ravisseurs d'enfants ont été appréhendés, 2 demandeurs de rançon ont été arrêtés et mis à la disposition de la brigade anti-criminalité appelée BAC. Ces informations ont été rapportées par le quotidien Fraternité dans sa parution du 20 août 2019. Est-ce que Mathias Koulodji-Dedjan, on peut aussi, en tant que citoyen béninois, lorsqu'on ne pense pas forcément terrorisme et qu'on pense notre sécurité,
on peut tout de même rester dans la quiétude avec ces différents actes ou ces différentes actions de la police républicaine. Merci. Moi, je pense que je n'ai jamais cessé de le dire. Et depuis 2016, je ne voudrais pas dire, à travers ce que je dis, que les autres gouvernements n'ont rien fait. Mais depuis 2016, on a eu droit à des changements notables et positifs au plan sécuritaire. Et cela est le fruit des différentes réformes. La création de la police républicaine, on a mis les moyens à disposition des agents de sécurité et les patrouilles sont organisées et même dans les villages, vous voyez des motos de police républicaine circuler avec des policiers qui sont permanemment en train de faire leur job. Et je pense que par la suite, je pense qu'il y a une certaine amélioration du traitement quand même salarial de nos forces de sécurité, surtout dans le quotidien des activités qu'ils mènent pour maintenir la sécurité. Et lorsque on met tout ça là en liaison, c'est que le résultat ne peut que être en fait positif. Donc l'arrestation des braqueurs, et même si un système de renseignement qui est mis en place fonctionne normalement, je crois qu'on peut se réjouir de ce que de jour en jour, on peut mettre la main quand même sur des individus mal intentionnés qui ne veulent pas que nous vivons dans la quiétude. Et moi, je voudrais féliciter les agents de sécurité dans leur ensemble et par voie de conséquence, le gouvernement qui continue de mettre les moyens pour que nous puissions tendre vers une réduction notable, surtout de l'insécurité dans notre pays. Gani Wanyede. Oui, c'est toutes nos satisfactions face aux actions donc, de nos forces de sécurité. Quand moi j'ai lu l'article, je me suis dit, voilà des choses qu'on découvre dans les films policiers. On parle de rançon, voilà, des choses. Bon, ça prouve à suffisance que les réformes portent finalement leurs fruits. Vous savez, quand il y a une action publique, il y a deux dimensions. Il y a la pertinence, il y a la perception. Et même nous, population, la perception que nous avons donc de nos forces de sécurité aujourd'hui, la police républicaine, a radicalement changé. C'est-à-dire que les gens se sentent déjà plus en sécurité. Il y a que la présence manifeste donc de la police républicaine dans nos contrées rassure donc à partir de cet instant-là. Ce n'est plus étonnant que nous constatons sur le terrain autant de prouesses. Donc, vivement que cela puisse continuer. Vivement que cela puisse continuer. Firmin Sossou, que la police républicaine continue d'assurer la protection des citoyens. Oui, justement. Et lorsque vous prenez la localité où on a arrêté les gens, vous pouvez comprendre que, par exemple, au lendemain des élections, il y a eu des cas de violence et autres. Donc, vous savez, ces gens qui sont mal intentionnés, ils profitent des situations données. Ils profitent des situations données pour frapper. Donc, ils ont vu qu'il y a une instabilité dans cette région. Donc, il faudrait relativement. Donc, l'alcamie est revenue, mais c'est une alcamie relative. Et donc, ils ont profité pour frapper. Aujourd'hui, nos forces de sécurité et de défense sont dans une dynamique qui permet quand même d'avoir vraiment l'espoir d'espérer d'un lendemain meilleur. Mais il faut une collaboration étroite des populations et surtout les élus locaux. Vous savez, ils sont là, ils devraient collaborer avec les populations, avoir tout ce qu'il faut comme information et porter ces informations à l'endroit des forces de sécurité et de défense. Et je crois. Dans les collines aujourd'hui, on a un préfet intérimaire, c'est le préfet du Zou qui assume l'intérim. Je souhaite vivement que celui qui doit être nommé soit nommé, que le chef d'État fasse quand même tout ce qu'il faut comme casting, comme il a l'habitude de le faire, pour nommer celui-là qui peut quand même unir les peuples, unir les localités, discuter surtout avec les populations pour que les gens se sentent vraiment à l'aise, bien encadrés pour donner tout ce qu'il faut comme information. Vous savez, lorsque vous avez à la tête d'une préfecture quelqu'un qui maîtrise vraiment sa localité, qui discute avec les populations, il partage tout ce qu'il faut comme information avec les forces de défense et de sécurité et il y a une collaboration étroite et cela
empêche les personnes mal intentionnées de s'organiser et d'avoir des lieux de refuge pour quand même mener leurs activités. Et je crois que nous devons souhaiter à ce qu'il y ait une collaboration, parce que vous savez, il n'y a pas d'insécurité zéro dans un pays donné ou bien dans une localité donnée, et il n'y a que l'information qui peut permettre à ceux-là qui sont des professionnels de faire leur travail comme cela se doit. Et c'est justement la transition que j'allais faire à Ganiou. On sait que parfois une partie des populations adopte des actes curieusement incompréhensibles. La semaine dernière, des gens sont allés au commissariat de Ndali réclamer la libération de braqueurs, tout simplement. Des gens qui ont été, qui se sont montrés hors la loi et qu'on a interpellés, qui sont en détention. On est allé assiéger le commissariat pour demander leur libération. Alors que la population devait comprendre qu'il devrait y avoir une collaboration entre la police républicaine et elle. Oui, c'est regrettable ces genres d'épisodes finalement. Lorsque les populations prennent, ou certaines personnes prennent leurs émotions pour loi, on le saurait dans un pays normal. Voilà, se mettre en adversité ou exiger des forces de sécurité, c'est pas la libération bien. Enfin, on veut que les forces de sécurité mettent à leur disposition donc des malfrats arrêtés. Et sur le cas que nous évoquons ici, on parle là des collines. Oui. Et nous avons vu des populations défier donc des forces de sécurité. Et ça prouve toute la dimension de la responsabilité du gouvernement. Parce que quand des populations, pas toute la population, certaines personnes dans cette localité ont eu la malheureuse idée d'agresser des forces de sécurité, ont brûlé des commissariats, il peut y avoir donc une forme de réticence. Mais nos forces de sécurité, dans leur rôle régalien, on ne continue pas à travailler avec sérénité. Donc, ce qui prouve d'ailleurs que nous avons besoin de leur témoigner toute notre satisfaction et toute notre gratitude, finalement. Mathias Kouloudji Dedjan, il faut que la population comprenne que la police républicaine est là pour elle. Absolument. Et je crois que quand on discutait de ce sujet, j'ai mis l'accent sur le fait que la population, du moins une partie de la population qui se comporte de la sorte, n'a pas forcément tort. Mais il faut amener cette partie de la population à comprendre que, oui, vous voulez rendre justice, mais nul ne doit se rendre justice à elle-même. Peut-être que cette partie de la population sait bien ce qu'elle fait, mais il faut l'amener à comprendre que, devant au regard de nos lois, il n'est même pas permis en fait que un braqueur, c'est-à-dire celui que vous estimez qu'il vous a braqué ou bien qu'il vous a volé, tout ça, que ça soit vous-même qui, en tout cas, l'exécute ou bien je ne sais quoi. Donc, il faut amener la population à comprendre. Et mieux, il faut associer la population d'ailleurs. Et je crois un effort est déjà fait, mais il faut davantage associer cette population. Que la collaboration continue. Pour que nous puissions avoir de véritables résultats encore. Merci.